Stevie Rogers. Vous regardez TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Notre émission, là, je suis toute excitée. Elle est vraiment palpitante. Il y a plein de sujets qu'on va couvrir aujourd'hui. On va parler de féminisme. On va aussi discuter avec Monsieur Éric Dionne de l'Institut du savoir Montfort, de son projet de recherche en gros sur l'élaboration des questions choix multiples. Je pense qu'on va faire des heureux et des mécontents, mais c'est pas bien grave. Je vous invite à suivre cette entrevue-là. On va aussi parler de données avec la Banque alimentaire du Collège La Cité. Ça, c'est pour l'émission d'aujourd'hui pour laquelle je suis toute excitée. Mais avant que tout cela ne commence, j'ai quelques informations à vous donner. J'ai pas eu le temps de plugger ça durant toute la semaine, mais j'aimerais vraiment vous inviter demain à la 14e édition du Déjeuner des Flocons, où nous serons en direct à partir de 8h, c'est au Centre Pauline Charon. Donc, vous êtes invités à nous rejoindre. Et pour vous qui serez à la maison en train de nous regarder, l'émission, ce sera pas à 11h, mais exclusivement à 8h pour demain, parce que c'est une émission spéciale en direct du Centre Pauline Charon à Vanier. Nous allons discuter de l'importance de cet événement-là, bien évidemment, pour la communauté francophone d'Ottawa. Mais aussi, on va rencontrer des personnes, des personnalités qui se dévouent à la cause des francophones, qui se dévouent à la communauté, qui seront là pour faire du service. Et puis, on va discuter avec du beau monde. Puis si vous êtes invité bien évidemment, si vous venez, on va avoir à manger. C'est pour ça que vous allez me voir là-bas. Donc je vous invite vivement à nous retrouver au Centre Pauline Charon demain à partir de 8h. Et pour vous qui êtes à la maison encore une fois, vous pourrez avoir l'émission en direct à partir de 8h. Je continue avec mes informations et je vais vous inviter à visiter le www.acfo.ca et ce serait pour le projet Ottawa bilingue. On en a parlé il y a 2 jours. Donc si vous nous prenez en cours sur Facebook, vous pouvez essayer de regarder l'émission il y a 2 jours. On a parlé avec un représentant de ce projet-là, de Ottawa bilingue, qui est offert par l'ACFO. En fait, c'est un projet de subvention où est-ce qu'ils essaient de subventionner 2 projets. Le projet de propulsion qui s'étend sur 1 année et le projet d'activation qui s'étend sur 6 mois, mais qui est quand même renouvelable pour les 6 prochains mois. C'est assez intéressant comme projet et ils ont des fonds pour vous, pour les gens de la communauté qui vous dévouez pour la francophonie, qui voulaient changer les choses. Donc, eux, ils ont les fonds pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est soit de visiter le www.acfoottawa.ca ou bien de visiter ottawabilingue.ca et vous allez avoir les informations, les critères d'admissibilité et pourquoi pas soumettre une demande de subvention pour avoir des fonds qui viennent du projet d'extinction de la langue du français en Ontario. Pour ce projet-là, vous avez jusqu'au 20 décembre. Donc, on a juste deux vendredis encore qui nous restent pour soumettre votre candidature pour avoir des fonds pour votre projet. Ensuite de ça, il y a plein d'autres activités que je mentionnerai pas aujourd'hui parce qu'il me manque de temps pour organiser par l'ACFO. Il y a une conférence qui s'en vient par rapport aux Premières Nations, Métis et Inuit qui s'en vient pour ce dimanche. Vous pouvez avoir des infos sur acfoottawa.ca. Il y a aussi le prix Bernard Grandmaître que tout le monde, je pense que tout le monde l'attend, toute la communauté francophone attend. Ça s'en vient pour février, mais les billets sont déjà disponibles au www.acfoottawa.ca. Fait que vous pouvez avoir des informations sur ça et pourquoi pas prendre vos billets en même temps. On va parler un peu du temps des fêtes parce que ça s'en vient à grands pas. La Société canadienne du sang nous a entretenu il y a 2 jours aussi sur le don. Ça, c'est le temps des fêtes, on pense à donner, on pense aussi à recevoir, mais aussi il faut penser à donner. Donc là, qu'est-ce que moi je vous suggérerais, c'est de visiter le www.blood.ca et puis vous allez savoir comment apporter un peu de vous à quelqu'un qui est dans le besoin, qui est peut-être si en lit d'hôpital en train à manque de sang ou manque de certains trucs là, en train de mourir là sur un lit d'hôpital. Donc vous pouvez changer les choses en donnant juste un peu de votre sang. Donc pour avoir plus d'infos, www.blood.ca. Aussi, je suis toujours dans le temps des fêtes. Là, il y a le marché de Noël, le marché de Noël à la française qui s'est ouvert au Lansdowne. Puis ça, c'est déjà ouvert, c'est pour les week-ends. Ça s'étend jusqu'à minuit, je pense. Donc, vous pouvez avoir plus d'informations si vous tapez www.lansdowne.ca
pour savoir exactement qu'est-ce qui va s'y trouver là-bas au marché de Noël. Puis ça fait toujours du bien de passer des moments en famille. Puis vous allez avoir des artisans qui auront exposé des affaires que vous pouvez offrir à Noël. Ça vous donne une idée cadeau. Fait que je vous invite pour ce week-end, parce que c'est aussi ouvert ce week-end, à visiter, aller au marché de Noël de Lansdowne. Puis d'autres activités aussi qui s'en viennent par la commission de la capitale nationale. Là, on parle de ski, on parle de randonnée, on parle de raquettes. Puis il y a aussi l'hébergement. Hier, on en a parlé. Là, ils ont de très bons locaux pour vous que vous avez la possibilité de louer. Donc, pour avoir plus d'informations concernant ça, www.ncc-ccn.ca. Vous allez avoir plus d'informations, surtout pour l'hébergement, parce qu'il est important de booker à l'avance. Ça, c'était mes informations pour aujourd'hui. Et juste après la pause, comme je vous le disais, l'émission est assez intéressante. On revient après la pause, on va parler de féminisme, on va parler de développement international. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon coop/bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi que je suis intéressé dans le domaine de technicien. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Amateurs de hockey, ne manquez pas le premier match de la Coupe Alexandra, alors que les 67 d'Ottawa viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous ce vendredi 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de féminisme avec un professeur. Vous êtes professeur, Madame Lévy, professeur titulaire à l'Université du Québec en Outaouais. Ça, je vais noter. Il y a plein de titres, mais on a pris juste 2. Puis vous êtes aussi au département des sciences sociales, spécialiste en anthropologie et sociologie. Mon Dieu, c'est long comme titre. Puis vous travaillez sur beaucoup de choses en même temps. Oui, je suis aussi doyenne de la recherche. Donc là, ça s'entend pourquoi vous êtes avec nous aujourd'hui avec ce gros document-là, parce qu'on va en parler aujourd'hui. Vous êtes quelqu'un qui vous intéressez beaucoup au mouvement social en Amérique latine. C'est ça que qui est venu me chercher quand j'ai vu vos centres d'intérêt. Pourquoi? Surtout au Brésil. Oui, pourquoi? Parce que, mouvements sociaux, parce que dans mes études en sciences politiques, en sociologie et en anthropologie, au cours des années, je me suis rendu compte à quel point la société progresse grâce aux mouvements sociaux, parce que les mouvements sociaux représentent des voix qu'on n'entend pas, de la population qui n'est pas au cœur des décisions, qui ne prend pas des décisions. Alors, c'est important que si on veut progresser toute la société, qu'il faut qu'on entende ces voix-là. Et souvent, comme ces groupes-là marginalisés ne font pas partie des institutions, là, il faut qu'ils prennent des moyens non conventionnels. Et souvent, c'est ça, des manifestations, des occupations. Enfin, on peut penser aujourd'hui à Extinction. Et puis, c'est-à-dire non conventionnel pour attirer l'attention et pour dire qu'on a un problème, pour dire on a un problème. On a besoin d'être écouté, on a besoin d'être entendu. Faire reconnaître le problème par la société, parce que la première étape pour dire on a un problème, parce que souvent, les décideurs, ils ne se rendent pas compte qu'il y a un problème.
Ils font juste décider sans l'accord de la communauté. Puis ça se voit beaucoup dans certains pays. Ils font juste décider. Ouais. Ils décident par rapport à un certain groupe ou des certains groupes de la société. Puis en se faisant ça, ils excluent d'autres groupes sociaux. Alors l'idée que si on veut avancer au niveau d'être plus démocratique, plus qu'on est inclusif, plus qu'on inclut les groupes et plus qu'on les inclut dans toutes les étapes de la décision, plus qu'on est démocratique. Et plus qu'on est démocratique, plus qu'on fait avancer les sociétés et le bien-être de tout le monde. Puis c'est bon aussi de prendre le temps d'écouter ces personnes-là. Parce qu'en fait, si on ne les écoute pas, comme vous l'avez mentionné, vous avez parlé de marginalisation, mais ces gens-là peuvent se révolter d'une autre manière qui ne sera pas super agréable peut-être pour les autorités. Oui, ça peut créer une instabilité sociale et ça peut toucher à tout le monde, effectivement. D'accord, mais est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique aux Brésiliens pour lequel vous êtes intéressé à eux? Au Brésil, parce que l'époque que j'ai étudié les mouvements sociaux dans les années 80-90 et puis 2000, c'est parce que c'était vraiment des mouvements massifs. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Ces mouvements réussissaient à mobiliser beaucoup de monde. Et il y avait certaines caractéristiques. Une des caractéristiques aussi des mouvements que j'ai étudiés, c'était que les leaders étaient des femmes. Alors, je posais, pourquoi que les leaders sont que des femmes? Mais c'est vraiment, à la fois, ça a regroupé beaucoup de monde. Des fois, c'est des milliers, des fois des centaines de milliers de personnes. Alors, moi, je t'intéresse à savoir comment ils font ça, comment ils essayent de mobiliser ce monde-là. Et de changer, il y a eu beaucoup de succès aussi, dans changer les politiques sociales, les politiques publiques, qui encore une fois bénéficient des groupes distincts, mais à la fois toute la société. D'accord. Puis là, vous avez mentionné une curiosité de votre part, c'était pourquoi il y avait tant de femmes qui étaient mobilisées dans ces mouvements-là. Je pense que c'est ça qui vous a alimenté à faire cette œuvre-là, Genre, féminisme et développement, une trilogie en construction. Avant de plonger dans cet ouvrage-là, j'aimerais juste vous demander, en 2019, aujourd'hui, pour vous, c'est quoi le féminisme? C'est toutes les luttes, les actions envers l'égalité homme-femme. Qui ont commencé depuis, on va dire, très, très longtemps. Ah oui, des centaines d'années, en fait, oui. Au moins 200 ans. Et puis, plus qu'on l'étudie, plus qu'on se rend compte que c'est très lent. C'est très lent. Pour les femmes, ça a pris à peu près une centaine d'années pour avoir le vote. Oui, c'est ça. Ça a commencé vers 1850. C'est seulement 1918, 17, quelque chose comme ça. Alors c'est presque une centaine d'années dans certains pays, presque une centaine d'années pour avoir le... C'est long, c'est long. Mais on y arrive. Et on y arrive avec beaucoup d'actions. Des fois, ça a l'air que ça avance pas, il y a des reculs. Mais même en 2019, vous pensez que c'est un peu lent encore? Oui. Dans certains pays qu'on a étudiés aussi, si on parle de droits reproductifs, santé reproductive, dans certains pays, puis même nos voisins passent des lois qui sont vraiment néfastes à la santé reproductive des femmes. OK. Ouais. Puis là, dans cet ouvrage-là, vous énumérez très souvent les femmes du Sud. Oui. C'est qui ces femmes-là? Mais ce sont des femmes dans des pays, l'Amérique latine, l'Afrique, Asie du Sud et certaines parties de l'ex-Union soviétique aussi. D'accord. Alors c'est vraiment ce qu'on ne considère pas comme des pays occidentaux, des pays, la majorité des pays OCDE, c'est-à-dire au niveau du développement économique. OK. Donc c'est ça. En gros, je pourrais dire, de ce que je comprends, c'est juste des femmes qui sont dans des pays en développement, ou en voie de développement, que je peux dire comme ça. Oui, on peut le dire, mais on n'utilise plus le terme « en développement » parce que c'est comme... Ça signifie qu'on est toujours en quelque chose, en processus. Donc, on change le terme, maintenant, on dit plutôt... C'est à la fois géographique, mais c'est aussi au niveau du développement économique, politique, sociétal. D'accord. Alors, cette œuvre-là, je la vois et puis je ne savais pas qu'elle était si grosse. Il y a beaucoup d'informations dedans. Comment vous êtes dit, OK, arrivé à un moment, il faut qu'on informe ces femmes-là sur le mouvement du féminisme et tout. C'était quoi le déclic?
c'était que présentement, il y en a plusieurs cours de ce qu'on appelle genre et développement au niveau bac. Et puis ça, à l'Université d'Ottawa, à mon institution, l'Université du Québec en Outaouais. Programme de développement international, parce que ça a rapport. Oui, ben, c'est très populaire. Les programmes de développement international sont très populaires. Et puis dans chaque programme, il y a un cours genre et développement. Et on s'est rendu compte que dans ces cours, dans ces programmes en français, il n'y a pas beaucoup de matériel. En anglais, il y en a assez de livres sur le sujet, mais en français, on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas grand-chose. Il y en a eu une autre qui était publiée en 91. C'était le dernier qui a été publié. Ça date, ça. Oui. Alors, on s'est dit, bon, il y a une lacune. Et là, on va combler la lacune. Alors, l'idée aussi, c'est pour ces étudiants de bac, que souvent, ils n'ont pas été exposés au thème de genre et développement, genre féminisme ou développement. On va créer des chapitres qui pourront être utilisés dans le cadre d'une cours sur genre, féminisme et développement. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en a plusieurs cours, il y a une dizaine au Canada en français. Sans parler des cours qu'il pourrait y avoir en France, en Belgique ou en Suisse. Et c'est vraiment pour des étudiants de premier cycle. Moi, là, j'ai vu un peu la table des matières, puis je me dis, ben, oui, vous avez dit, vous l'avez fait pour des... Ça va de soi, là, pour vos étudiants et tout, mais c'est un outil que toute femme devrait avoir. Parce qu'en fait, les enjeux que vous traitez dedans, là, je dirais, c'est encore d'actualité. Ça sera une continuité pour les prochains combats de toutes les femmes, dans le fond. Oui, puis ça explique justement dans certains pays, certains pays en Afrique, certains en Amérique latine, certains en Asie du Sud, les différents enjeux qu'il pourrait y avoir. Alors, encore une fois, reconnaître quels sont les problèmes qui vivent ces femmes au niveau santé, au niveau d'éducation, au niveau de migration, au niveau d'agriculture, au niveau de la ville, comment c'est vivre en ville. Et là, qu'est-ce que ces femmes font pour revendiquer leurs droits et quelles sont des solutions. Puis quand on parle des enjeux, là, on va rentrer dans plus de détails, mais c'est quoi les principaux enjeux que vous avez énumérés dans ce document? Bien, il y a toute la question de santé, c'est-à-dire la santé féminine, qui souvent, dans le milieu médical, même pharmaceutique, est pas mal ignorée. C'est basé sur des hommes. Alors, il y a toutes sortes de questions là sur la santé des femmes. Il y a aussi sur la violence contre les femmes. Et ça, c'est un enjeu à la fois partout dans le monde, pas seulement dans les pays du Sud. J'étais très étonnée de cet exemple-là où, pour moi, c'est encore quelque chose qui est... Je parle de l'Afrique parce que je viens de l'Afrique. Je pense que c'est quelque chose c'est vraiment derrière nous. Là, mais je me rends compte que dans certaines régions, il y a encore de l'excision, des affaires de même où on empêche des filles d'aller à l'école. Je suis comme, OK, je suis pas à la bonne place. Parce que pour moi, on avait dépassé ce stade-là. Dans certains pays, oui, mais dans d'autres, non. On n'est pas encore rendu là. Et puis pour les mutilations génitales, ça peut être interdit par la loi, mais ça se pratique toujours. Alors, c'est un très bon chapitre par 3 chercheurs belges où ils identifient justement où ça se pratique encore. Qu'est-ce qu'on peut faire pas seulement au niveau des lois, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éliminer cette pratique avec celles et ceux qui le pratiquent. Alors, c'est très intéressant. Puis, en parlant de société, en gros, là, j'ai même suivi, je pense qu'il y a 2-3 mois, une jeune dame qui avait été promise à un vieux monsieur, là, qui a décidé, non, je vais aller à l'école. Puis, elle s'est fait rejeter par sa famille, comme poussée du village, là, comme t'es plus des nôtres, parce que tu respectes pas les cultures. Puis, je pense que c'est beaucoup plus de ce genre de décision, d'action que les femmes ont besoin. Oui, et puis c'est sûr, pour une jeune fille, elle peut pas prendre cette action-là, c'est très dangereux pour elle. Oui. Alors, c'est là qu'on a des mouvements, justement, pour énumérer, voici ce qui se passe.
ça a un effet néfaste sur la vie de ces femmes-là. Elles n'ont pas cette liberté de choisir sa voie. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la loi? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'intervention, de changer les pratiques, de changer les croyances aussi? Ah, ça, c'est un travail de longue haleine, là, quand on parle de changement de croyances. Mais on y croit. Comme vous l'avez dit tantôt, ça va doucement, mais ça se fait. Quand vous avez parlé, vous avez énuméré le domaine de la santé. Parce que vous disiez que les hommes sont beaucoup plus en avant. J'ai pas trop compris. De quoi est-ce qu'on parle? Ouais, on parle surtout de santé reproductive des femmes, dans le sens, toute la question des grossesses, d'accès... et tout ça. Oui, la question de l'avortement, dans certains pays, c'est puni. En Nicaragua, dans l'Amérique centrale, dans certains pays, c'est interdit. Et puis, si on soupçonne qu'une femme avortée, même si elle a fait une fausse couche, là, elle peut se retrouver en prison. Et non, en prison, 2019. Hein? Oui. Et il y en a des femmes en prison en 2019 parce que le médecin, parce qu'elles ont fait une fausse couche. Et on soupçonne que c'était pas fausse. Oh my God. Et ça, c'est vraiment affreux. C'est des femmes qui ont souffert à la fois une fausse couche et puis après ça, qui se trouvent en prison. Puis la plupart du temps, c'est pas qu'on, je pourrais le dire comme ça, on est qualifié, quoique c'est pas la vérité, dans certains cas, on est qualifié de personnes faibles. Donc c'est pour ça que, comme on en ressent beaucoup d'émotions, je pense que ça donne du mal à ces femmes-là de pouvoir se lever puis dire non. Voilà comment on doit agir avec moi et tout. C'est pas facile. Dans mes recherches, justement avec les femmes leaders, c'était très intéressant parce que j'ai mené une centaine d'entrevues. Et toutes ces femmes-là ont été victimes d'une violence, une famille dysfonctionnelle où justement elles étaient au bas de l'échelle dans l'hiérarchie de la famille. Et c'était la règle, c'était pas l'exception à la règle. Et pour sortir de ça, pour devenir indépendante, pour assumer un rôle de leader dans un mouvement social que j'étudiais, elle revendiquait le droit au logement pour elle et ses familles. C'était pratiquement toutes les femmes qui dirigeaient des familles, pourvoyaient des familles. Donc, c'était pas facile. Elles ont souffert beaucoup. Mais elles croyaient ce qu'elles faisaient. Et puis, c'était très intéressant parce qu'elles disaient que je fais ça pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes. Pas seulement pour moi, pour toutes les femmes qui sont comme moi. Parce qu'il faut juste, moi je pense, ça arrive très souvent, là, surtout avec les médias sociaux et tout, il faut juste qu'une seule femme prenne position, qu'elle commence à réveiller l'esprit des autres. Il faut juste comme poser une action, là. Oui, tout à fait. Parce que c'est pas seulement moi, c'est beaucoup de femmes. Encore une fois, c'est pas l'exception à la règle, c'est la règle. Puis là, vous avez travaillé, comme vous l'avez mentionné, vous avez fait des centaines d'entrevues pour faire cet ouvrage-là. Vous avez travaillé avec cet ouvrage-là. Parce que ça, l'ouvrage, il y a une trentaine d'auteurs. Moi, je l'ai dirigé avec Andrea Martinez, qui est professeure à l'Université d'Ottawa. C'est ça, des trentaines d'auteurs, auteurs et chercheurs aussi, mais qui venaient de vraiment partout. Fait que ça regroupe un peu la vision, je pourrais le dire, de toute la Terre, dans le fond, de tout le monde, parce que ça vient un peu de partout, de différents continents. Oui, pas tout, mais on a essayé vraiment de représenter une certaine diversité de pensées, de sujets, de pays aussi. Il y en a des jeunes chercheurs, il y a des chercheurs chevronnés là-dedans. On a essayé vraiment d'avoir une plus grande diversité de pensée aussi, parce que c'est toujours bien la diversité. Je suis sûre que forcément, vous avez travaillé très fort. Tous les chapitres qui sont bons, forcément, mais selon vous, si quelqu'un prend tout de suite, le livre et tout, qu'il veut l'étudier, ce serait quoi le chapitre, même pas pour un étudiant, pour madame qui est à la maison, qui nous regarde, ce serait quoi le chapitre où est-ce qu'elle devait vraiment se concentrer, comme le lire et puis comprendre que c'est quelque chose qu'elle peut faire maintenant ou... Il y en a des chapitres sur la question de l'intersectionnalité, c'est-à-dire qu'on prend des femmes et on dit, bon, une femme blanche, une femme racisée, une femme de classe moyenne ou une femme autochtone n'a pas la même position dans la société, donc elles ne subissent pas le même traitement. Et puis,
peut être désavantagé. Alors ça, c'est important de comprendre, enfin, les différentes positions qu'on peut occuper dans une société qui va qui va avoir un impact sur, enfin, notre bien-être. Et où est-ce qu'on peut aller, notre mobilité, où est-ce qu'on peut aller dans la société. Alors ça c'est important pour comprendre qu'il y en a certaines personnes et puis même certaines femmes qui sont plus privilégiées que d'autres aussi. Oui. Puis ça, c'est la société, là. Mais merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Oui, puis je pense qu'il est déjà disponible sur le www.pressyouottawa.ca. Merci encore, ça fait moi qui vous remercie. Travail. Puis comme je le disais tantôt, là, vous pouvez l'avoir, c'est ce livre-là sur le www.pressyouottawa.ca. C'est un must, c'est quelque chose que vous devez avoir dans votre bibliothèque. Là, moi, je vous le recommande. Après la pause, on va parler de l'élaboration des questions choix multiples. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant de l'élaboration des questions choix multiples. En fait, on parle d'un projet qui, en tout cas, qui a rapport avec ça, avec M. Eric Dion. Vous êtes chercheur à l'Institut de Savoir-Montfort, mais vous êtes aussi professeur à l'Université d'Ottawa, faculté de médecine et d'éducation. Moi, ma première question, là, c'est, selon vous qui êtes chercheur, c'est quoi l'importance des questions choix multiples dans un cursus scolaire? Bien, de toute façon, les questions choix multiples, elles sont là depuis, on pourrait dire, quasi la nuit des temps. Oui. Hein? Est-ce qu'on connaît quelqu'un qui n'a pas déjà été en contact avec des questions choix multiples? Peut-être quelqu'un de la préhistoire, là, mais ils sont déjà partis. Ouais, c'est ça, peut-être quelqu'un dans une caverne, là, mais sinon, c'est difficile de trouver des gens qui n'ont pas déjà eu à répondre, en fait, à des questions choix multiples. Donc, elles sont importantes. Elles sont beaucoup utilisées dans le contexte de l'éducation médicale. Elles sont beaucoup utilisées dans un contexte de certification. Je regarde, par exemple, les médecins au Conseil médical du Canada. On utilise encore beaucoup les questions choix multiples. Donc, elles font partie du paysage. Elles ont des avantages, mais elles ont aussi des inconvénients. Il n'y a pas un format d'item quand on bâtit une épreuve qui est parfait. Donc, il y a toujours des avantages, des inconvénients. Puis les QCM, ils ne font pas exception à cette règle-là. Avantages, de quoi est-ce qu'on parlerait quand vous parlez des avantages? Bien, correction plus objective parce qu'il n'y a pas nécessairement le jugement du correcteur. Généralement, on peut en administrer plus. On peut couvrir un petit peu plus de matière. Les inconvénients, bien, il y en a un certain nombre d'inconvénients. Il faut qu'il y ait toujours une seule bonne réponse. Hein? Dans un QCM classique, il faut qu'il y en ait juste une. C'est difficile d'avoir parfois juste une bonne réponse. C'est vrai. Donc, parfois, on va lire la question et puis la bonne réponse, on sait que c'est A, mais B, selon certaines circonstances, selon le contexte, aussi, ça pourrait être bon. Ce qui explique aussi pourquoi, dans les études, on remarque que souvent, les étudiants qui sont très compétents, c'est pas eux autres qui aiment le plus les questions choix multiples. Alors, dans ce cas, je suis compétente. Alors, j'étais compétente aux études parce que je les aimais pas, en fait.
C'est comme vous l'avez mentionné, pour comme inconvénient, là, ben, on a le A qui peut dire, par exemple, moi, je sais pas, là, je mange de la crème. Le second, le B, va dire, je mange de la crème avec des, je sais pas moi, la couleur rose. En fait, des petits trucs ça te semble que c'est la même réponse pour toutes les trois, mais il faut que tu réfléchisses. En fait, ça devient beaucoup plus difficile. Et est-ce que vous avez déjà eu l'impression de vous sentir un peu piégé avec ces questions? Oui, tout le temps. De se dire que il y a comme... Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Au lieu de se contenter de lire la question, d'essayer de choisir la meilleure réponse ou la bonne réponse, de se dire... Qu'est-ce que le concepteur ou l'enseignant, le professeur, qu'est-ce qu'il veut savoir? Puis même quand on a appris notre cours, on reste toujours à poser la question. Et l'idée, en fait, de ce projet-là, c'est justement... En fait, la finalité, c'est quoi? C'est d'arriver, en fait, à identifier les variables qui ont le plus d'effet sur les propriétés psychométriques des QCM. Quand je parle des propriétés psychométriques... Merci. C'est quoi ça? On va parler de la difficulté des questions. On va parler de la discrimination, c'est-à-dire est-ce que la question est capable de départager des étudiants, par exemple, qui seraient très forts, moyens et plutôt faciles. Et plein d'autres indices de cette nature-là. Donc, pour justement pouvoir offrir je dirais, des stratégies aux enseignants, aux professeurs, leur dire, regardez, si vous voulez avoir une question qui est un petit peu plus difficile, vous allez pouvoir travailler sur telle ou telle ou telle variable. Plutôt que d'essayer d'introduire la difficulté que j'appelle artificielle. C'est de piéger. Comme des virgules, des et, des ou, oui. Un petit truc qui pourrait être mal interprété. Où là, on rentre dans une espèce de duel, en fait, entre l'étudiant et puis la question, où là, on se dit... Et ça, c'est très dommageable parce que les étudiants, d'abord, ça crée beaucoup d'anxiété. Puis deuxièmement, c'est que l'étudiant, plutôt que de répondre tout simplement au meilleur de sa connaissance, là, il y a des mécanismes qui rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire, il est où le piège? Mon Dieu. Comment je vais pouvoir venir à bout de contourner ce piège-là? Et c'est ça qu'on veut absolument, en fait, éliminer dans les questions à choix multiples, dans toutes les questions, en fait, en général, parce que ça introduit du bruit. Nous, là, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce que tu as appris? Oui, c'est ça. Quelles sont les compétences que tu as développées? Fais-nous la démonstration de ce que tu sais. Et ça introduit du bruit, et puis c'est plutôt malsain pour la validité, en fait, des scores qu'on va obtenir avec ces questions-là. Dans mon cursus, je ne l'ai pas vu beaucoup de fois. Je pense que j'ai eu affaire à ça juste 2 fois. Où est-ce qu'il y avait un QCM, puis dépendamment de la réponse que tu choisissais, le professeur avait l'aimabilité de te demander d'argumenter un tout petit peu, comme à 2 lignes. Mais là encore, ça reste le piège, parce que là, on se pose la question pour les choix multiples, est-ce qu'il y a un piège ou pas? Puis dépendamment de qu'est-ce qu'on choisit, il va falloir qu'on explique encore. Là, on s'enfonce. Oui, et puis aussi, c'est qu'on perd les avantages de la question. Tantôt, vous me posez la question, vous dites, oui, mais c'est quoi les avantages d'utiliser des questions choix multiples? Le premier avantage que je vous ai donné, c'est de dire, on peut corriger facilement. C'est rapide, oui, parce qu'il a la bonne réponse. Une machine peut faire ça, un algorithme peut faire ça à notre place. Aussitôt qu'on donne la clé de correction, ça peut se faire de façon automatique. Si on demande ensuite aux étudiants de justifier leur réponse, on perd cet avantage-là, parce que sinon, on est obligé aussi de juger de la réponse écrite de l'étudiant. Donc, je ne dis pas que c'est mauvais de le faire, mais c'est un format, en fait, qui fait en sorte qu'on perd peut-être les avantages du format QCM. Est-ce que vous avez pensé qu'il y a un problème par rapport à l'élaboration, forcément, parce que c'est le sujet de votre projet de recherche. Est-ce que vous l'avez remarqué, par exemple, avec vos étudiants? C'est pour ça que vous êtes allé directement sur ce projet de recherche? Oui, je l'ai noté. Ça fait plusieurs années que je note qu'il y a des difficultés, mais c'est bien rapporté, ça, dans les études. Depuis environ 1 an et demi, on a fait la recension d'environ 600 études qui sont intéressées justement à la construction des questions choix multiples et tout ça. Et ça, les données sont assez claires. Donc, 30 à 40 % en fait des items qui souffrent de l'un ou l'autre des accros, si vous voulez, à la conception des questions choix multiples. Ça peut être plutôt mineur, ça peut être parfois un petit peu plus sérieux, mais on remarque régulièrement que les recommandations qu'on fait ne sont pas toujours suivies. Puis même dans des journaux scientifiques qui servent, par exemple, à la formation continue des médecins. Donc, quand on analyse les questions qui sont déposées dans ces journaux-là, on les analyse, on s'aperçoit qu'ils ont des difficultés. D'accord. Donc là, le projet de recherche, jusqu'à la finalité, à quoi est-ce que vous voulez arriver, en fait? Bon,
pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est une recension systématique des écrits. Et puis, donc, l'objectif, c'était d'identifier les variables, toutes les variables qui pouvaient affecter, donc, ce que je vous disais, les propriétés psychométriques. Okay. Écoutez, on en a identifié environ une cinquantaine. Sérieusement, là? Oui, sérieusement. Oh, je t'ai dit, c'est pas bon, les géométries. Mais on aurait eu les mêmes résultats, probablement, avec des questions en développement. Bon, OK, d'accord. Donc, mais je ne m'attendais pas à ça. Vous voyez, ça, c'est la beauté de la recherche, c'est que si vous m'aviez dit il y a 2 ans, écoutez, il y a 50 variables, je ne vous aurais pas cru. Pourtant, je suis dans mon champ, là. C'est quelque chose, en principe, que je connais. Mais quand on creuse, et on va au-delà aussi, parfois, de nos préjugés, de nos idées un petit peu non fondées, eh bien, c'est ce qu'on a constaté, une cinquantaine de variables. On a réduit ça. On a réduit ça à peu près à une vingtaine de variables avant la passation, c'est-à-dire quand les professeurs préparent les questions, lorsque les étudiants répondent aux questions, puis ensuite, lorsqu'il vient le temps de corriger ces questions-là. D'accord. Donc, on a une vingtaine de variables là, qui auraient une possible influence. Et puis l'idée dans tout ça, c'est au terme du projet, c'est de pouvoir réduire ça. Parce que si on voit des professeurs, on leur dit, écoutez, à chaque fois que vous bâtissez une question à choix multiple, il faut tenir compte de 20 variables, c'est trop. C'est trop, et puis ils ne vont pas le faire. Là, ils ne vont pas le faire. Ils vont être en surcharge cognitive. Ils vont dire, écoute, bon. Donc là, il faut trouver une façon d'identifier lesquelles qui ont le plus d'impact. On va en parler après la pause. Je vous garde avec moi. Parce que vous aussi, je vous garde avec moi parce qu'on revient pour parler de l'élaboration des choix multiples. Surtout pour les professeurs qui nous regardent. Là, restez connectés. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Dernière partout, une partie de ça avant de demander au Dieu de me pardonner tous les gestes qui m'éloignent de Je ne peux pas vivre au bout d'une messe. Je pourrais me pendre, c'est dangereux. J'ai peur que le feu de l'ivresse s'éteigne au fond de mes yeux. Mais ton cœur habite la bonne adresse, loin des amours paresseux. Ici je ne manque pas de caresses, car une des tiennes en vaut 2. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle de l'élaboration des questions choix multiples. En fait, un projet de recherche que M. Dion à l'Institut du Savoir Montfort est en train de faire. Puis là, vous avez parlé de différentes variables. On va parler déjà avec l'élaboration des professeurs. Comment eux, ils devraient s'organiser pour produire de bonnes questions, pour aller chercher qu'est-ce qu'ils cherchent leurs étudiants. Alors, je vais vous poser une question choix multiple. Oh mon Dieu! OK. Ah, vos stylos. Oui, on va y aller. Alors, si je vous pose la question, dans une question, disons une bonne question à choix multiple, combien il devrait y avoir de catégories de réponses? Est-ce qu'il devrait y en avoir 3, 4 ou 5 et plus? Moi, je dirais juste 3. Pourquoi? Bien, une qui est bonne, comme on a l'habitude de voir, une qui est remplie de pièges, et puis une troisième qui envoie 2 idées en même temps. Vous avez en partie raison. Ah ouais. Je fais partie du projet de recherche officiellement. Oui, je vous inclus automatiquement. Alors, la bonne réponse, en fait, la réponse qui vient de la recherche, c'est 3. La plupart des gens, lorsque je leur pose la question, me disent tous 4. 4 catégories de réponses. Pourquoi? Parce que c'est la plus commune. Vous prenez n'importe quelle question à choix multiple, souvent, on va avoir 4 catégories. A, B, C, D. Même les jeux en ligne, ils font 4. Oui, mais les gens ne se posent pas la question, ne remettent pas en question le fait que s'il y a 4 options de réponse, est-ce que c'est mieux, finalement, d'en avoir 4 ou d'en avoir 3? Donc,
quand on examine les propriétés psychométriques, on s'aperçoit que d'avoir 3 options de réponse ou 4 options de réponse, ça ne modifie pas. On n'a pas une perte en termes de qualité des questions lorsqu'on passe de 4 catégories à 3. D'accord. Souvent, l'argument qui est évoqué, on se dit, oui, mais avec 4 options de réponse, j'ai une chance sur 4, autrement dit, d'avoir la bonne réponse au hasard. Okay. Tandis que si j'en ai juste 3, bien, cette probabilité-là va augmenter à 33 C'est pas vraiment vrai, parce que je ne sais pas comment vous répondiez au QCM, mais souvent, mes étudiants, ce qu'ils me disent, c'est que ben, ils regardent les options, puis là, ils cochent. Ils disent, ah, celle-là... Ça me parle plus. Oui, ou celle-là, c'est sûr que c'est pas la bonne réponse. Okay. Donc, c'est difficile, autrement dit, d'avoir des leurres. On appelle ça des leurres. Hein. On a la bonne réponse et des leurres. C'est un peu comme à la pêche. Un leurre, hein, on veut... essayer de trouver un mécanisme là, pour que le poisson pense que oui, c'est ça, que c'est à manger, mais c'est pas ça. Et donc, les leurres sont plutôt difficiles. D'avoir des leurres qui soient vraiment associés aux apprentissages que vous voulez mesurer, qui aient du sens pour les étudiants, c'est difficile. C'est très difficile. Donc, on est mieux d'en avoir 3. Je commence à avoir de la peine pour les profs maintenant. D'avoir une bonne réponse, mais d'avoir 2 leurres qui soient relativement efficaces, qui permettent d'attirer des étudiants qui seraient un petit peu plus en difficulté ou qui auraient moins bien compris cette partie-là de la matière. D'accord. Moi, ça fait du sens pour moi, parce que 4 réponses, là, c'est comme fou. Il y en a qui vont jusqu'à 5, comme vous avez mentionné. Puis là, ça nous perd, en fait. Ça nous perd carrément. Mais ça peut dépendre aussi du contexte. Regardez, si je vous pose une question sur le magnétisme, donc sur la boussole, bien, on comprend assez rapidement que on ne pourra pas avoir 3 options de réponse ou 5. Hein? On va avoir nord, sud, est, ouest. Ça ne ferait pas beaucoup de sens, en fait, de dire nord, sud et est. Donc, dans ce contexte-là, on garderait 4 options de réponse. Donc, ça dépend aussi du contexte. Ce n'est pas une règle absolue. On ne peut pas juste dire, écoutez, prenez que 3 options de réponse et puis dans tous vos QCM, et puis ça va être correct. OK. Ça, c'est une des variables qui concerne les professeurs qui devraient étudier, essayer de voir comment élaborer les questions. Qu'est-ce qui concerne les variables sur les étudiants, sur leur réaction? Vous êtes prête pour votre deuxième question? OK. Bon. Vous répondez donc à un test avec des questions à choix multiples. Et puis, donc, première question, vous répondez B. Et puis là, vous continuez, vous finissez. Là, vous faites la révision. Vous revenez sur votre question 1. Là, vous commencez à avoir un doute sur la réponse que vous avez initialement donnée. Je sais c'est quoi ce sentiment, je sais. Vous le connaissez, ce sentiment? Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes mieux de changer votre réponse ou plutôt de garder votre réponse initiale? J'ai passé 15 minutes à mon dernier examen en relations publiques à réfléchir à cette question-là. Est-ce que je ne le change pas? Oui. Et je ne l'ai pas changé. Vous n'avez pas changé votre réponse? Je ne l'ai pas changé. Pourquoi? Je me suis dit, si je l'ai senti au premier coup d'œil, c'est forcément la bonne réponse. Puis j'ai laissé comme ça. Bon. Qu'est-ce que la recherche a dit sur cette variable-là? Si vous avez un doute, changez votre réponse. Et s'il y a un résultat de recherche qui est stable depuis les années 20, donc depuis le premier article, Matthews, 1929, qui s'est intéressé à cette variable-là, tout converge sur le fait de changer votre réponse. Et ça, il faut le dire aux étudiants. Parce que les étudiants sont comme vous, ils se disent, ma première impression est probablement la bonne. Donc, dans le cas de doute, je suis mieux de garder cette impression-là. Mais c'est pas ce que la recherche nous dit. Mais M. Dion, dans ce temps-là, moi, qu'est-ce qui était arrivé avec moi? Je me suis dit, je l'ai senti, c'est sûrement la bonne réponse, mais les deux autres réponses, là, il y en avait 3. Les deux autres réponses ne convergeaient pas dans le sens que moi, j'étais sûre que c'était la réponse. En fait, ça n'avait pas rapport avec ce que la question posait. Oui. Donc, je me dis, dans ce cas-là, le doute, je le mets juste en arrière et puis je fais juste garder ma première réponse. Oui, si vous avez un doute raisonnable par rapport à la réponse que vous avez déjà donnée. Donc, vous avez déjà coché B. Là, vous revenez, vous dites, oh, je ne suis pas trop sûr, ça pourrait probablement être B la meilleure réponse ou la bonne réponse, donc je vais changer. C'est dans des cas comme ceux-là. Mais je fais du pouce sur ce que vous venez de dire. Ça arrive très souvent, en fait, que les leurres soient inefficaces. Donc, ça, parfois, ça déstabilise les étudiants parce qu'ils se disent, il y a 4 options de réponse, mais il y en a 2 là-dedans qui me semblent que ça n'a pas de sens. Et là, ils se mettent à douter parce qu'ils se disent, peut-être que j'ai mal compris la matière, peut-être que j'ai pas assez étudié, alors que le problème, en fait, il se situe simplement dans la question. Wow!
Bon, là, c'est la variable sur les étudiants. OK, donc tout ce que je retiens pour ça, là, surtout pour ceux qui nous regardent, quand il y a un doute, essayez de revoir encore la question et puis essayez de s'ajuster par rapport à ça. Vous avez un doute, changez. Faites-vous confiance et si le doute est raisonnable, vous avez beaucoup plus de chances de passer d'une mauvaise réponse à une bonne réponse que l'inverse. Et qu'est-ce qui s'en vient avec les variables sur la correction, en fin de compte? Bon, les variables sur la correction, il y en a un peu moins. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que les corrections négatives sont à proscrire. Donc, correction négative, vous avez... vous choisissez pas la bonne réponse. En plus, on va vous pénaliser parce que... en double, autrement dit. Donc, ça, généralement, on essaie de proscrire ces façons de faire-là. Parce que, justement, ça a tendance, en fait, à freiner les étudiants. Puis ça déstabilise, comme vous l'avez mentionné, parce qu'il se dit qu'il n'est pas compétent et tout. Mais alors que si on lui avait donné une autre sorte de sujet, il aurait pu valider la matière. C'est sûr que les formats d'items, vous voyez... Bon, pour l'instant, je m'intéresse aux questions choix multiples. Même initialement, c'était pas ce format-là qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de développer une théorie, en fait, de l'élaboration des items, des questions. Des questions. En général. Donc, je me suis dit, je vais commencer avec les QCM. Tout a été dit et fait sur les QCM. On les connaît depuis tellement longtemps. Ah, vous avez découvert des failles. Et là, j'ai trouvé des surprises, j'ai trouvé des choses que je dis, autrement, c'est plus compliqué que je l'avais anticipé. Donc, on veut commencer avec les questions à choix multiples, puis ensuite ouvrir aux autres formats. Donc, les développements courts, développement long, des situations de performance, des simulations, etc. Très intéressant. Est-ce que le projet de recherche, on pourrait l'avoir quelque part où il faut que vous le finalisiez d'abord avant d'avoir accès à ça? En fait, le projet de recherche, il est présentement sous observation à l'organisme subventionnaire. On attend des sous. D'accord. Donc, on va le commencer quand même. Je vous garde à l'œil, en tout cas. On pourra en reparler. Merci beaucoup, M. Dion, d'avoir partagé ça avec nous. Puis, vous à la maison, vous aussi, restez connectés parce que vous donnerez des informations sur ce merveilleux projet de recherche. Après la pause, on va parler de la Banque alimentaire de la Cité. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de la Banque alimentaire du Collège La Cité et avec moi Thalia Falco qui est gestionnaire en fait de la Banque alimentaire dans le fond ou de l'association étudiante. Des communications de l'association étudiante. OK, donc il y a l'association étudiante, vous avez plein de sous... Exactement. De sous-départements et puis il y a la Banque alimentaire. Oui, exactement. Elle existe depuis quand? Ça fait plusieurs années que la Banque alimentaire existe.
Moi, ça fait seulement 5 ans que je suis là, puis je sais qu'elle existe depuis que j'étais là. Mais je dirais là, une vingtaine d'années. Une bonne vingtaine d'années. Là. Puis elle est là juste pour desservir les étudiants. Pour desservir les étudiants qui ont une insuffisance alimentaire, puis aussi pour leur famille. Parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui sont parents. Donc, c'est puis aussi des immigrants aussi qui viennent, ils ne savent pas exactement où est-ce qu'ils sont ressourcés. Donc, puis des fois aussi, on remet du linge. Ah ouais? Oui, des habits de Noël, c'est déjà arrivé. Ça dépend de ce que les gens nous apportent à nous. Là. Ah, en fait, la banque, c'est pas juste pour de la nourriture, en fait. C'est majoritairement pour de la nourriture, mais si on reçoit des dons de la vaisselle ou du linge, on essaie de pouvoir le garder puis pouvoir le remettre. Ah, j'ai jamais su ça, par exemple. Donc là, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que les étudiants viennent vous voir? Oui, on a beaucoup d'étudiants qui viennent nous voir. D'ailleurs, l'année 2018-2019, on a eu 979 étudiants. Et OK. Oui, donc c'est quand même assez surprenant pour 2019 qu'il y a autant d'étudiants qui ont une insuffisance alimentaire. Là, c'est vraiment... c'est étonnant. Puis comment vous fonctionnez, en fait? Parce que là, 979, c'est comme, oh, ça fait beaucoup de monde. Oui. Est-ce que les gens viennent à chaque mois donner, il y a un jour spécial où est-ce qu'on fait des dons ou... On fait des collectes de denrées quelques fois au cours de l'année. On a un petit budget aussi qu'on met de côté, que nous, on va chercher de la nourriture. On reçoit des dons aussi en argent puis en denrées. Donc, tout ça ensemble nous permet de pouvoir remettre aux étudiants. Puis, dans le fond, moi, j'ai étudié là-bas. Je savais que c'était juste pour des denrées non périssables qu'il fallait donner, je pense. Oui, exactement. Dans le passé, on faisait une collecte de denrées à l'entour de ce temps-ci de l'année, justement pour le temps des fêtes. Cependant, on a remarqué que pour bien nourrir un étudiant, ça prend pas juste de denrées, ça prend des aliments frais aussi. Oui. Donc, on fait une levée de fonds cette fois-ci. Donc, on demande des dons en argent, qu'on puisse acheter des aliments frais pour pouvoir bonifier, dans le fond, les recettes qui ont déjà des denrées. Là. Donc, pas besoin d'envoyer nous-mêmes des affaires comme des affaires fraîches, pardon. Il faut juste donner. Exactement. Parce que donc, ça peut être, ça peut périr. Là, exactement, ça périt rapidement. Oui, donc, nous, si on reçoit des sous, on sait, OK, il y a une demande pour un certain nombre d'étudiants, on va aller faire une épicerie pour ça, justement. C'est ça. Fait que je pourrais juste poser la question par curiosité, par exemple, pour le mois. On va passer le temps des fêtes, là. Mais pour un mois comme ça, si vous avez besoin de sous pour aller chercher comme des denrées périssables, il vous faudrait combien? J'aimerais pouvoir vous le dire. Je sais pas, honnêtement. C'est pas moi qui gère directement la banque alimentaire. Je sais que... Parce que 979, on se dit peut-être 50 personnes dans un peut-être bon budget au moins. Oui, de 150, 500, ça peut nourrir du beau monde. Là. Exactement. Donc, ça dépend. Puis on a des mois qu'on a beaucoup plus de gens que d'autres. Peut-être en début de session, où est-ce que les étudiants viennent de payer leurs frais de scolarité. Le budget est un petit peu plus serré. Là. Fait qu'actuellement, vous avez lancé la levée de fonds depuis quand? Ça a commencé le 3 décembre. Le 3 décembre. Mardi. Donc, c'était juste mardi, c'était le 3. Avant-hier. Oui, exactement. Exactement. Puis c'était mardi, je donne. Donc, ça, c'est une campagne qui existe déjà. Oui. Donc, on a fait du pouce sur ça. Puis, on a travaillé avec des étudiants du collège, là, j'oublie le nom du programme. Ah oui, je l'ai ici. J'ai trouvé ça très intéressant. Oui. La gestion de la nutrition et des services alimentaires. Exactement. C'est un long nom. C'est ça. Oui, exactement. Donc, dans le cadre de leur cours, ces étudiants-là sont venus à la banque alimentaire pour voir quel genre de denrées qu'on a et qu'on remet aux étudiants. Puis, on crée des recettes. Avec un budget de 2 $ pour une journée, pour un repas, pardon, pour savoir, OK, qu'est-ce qu'on pourrait offrir à un étudiant? Avec 2 $. Avec 2 $. Puis, ils ont créé des super recettes. C'est vraiment intéressant. D'ailleurs, c'est tellement un bon livre de recettes qu'on va l'inclure sur notre site web pour les étudiants qui veulent pouvoir le regarder. Donc, il y a des spaghettis, il y a des salades, puis ça inclut des aliments frais aussi si on veut bonifier, de la protéine si on veut bonifier aussi. Donc, c'est très bien. Puis, ce livre de recettes-là, je ne vais pas mentionner tout ce qu'il y a dedans, là, mais je sais qu'il y a une bonne salade, là, mon Dieu, ça donne envie, mais de se rendre compte que c'est avec juste un petit truc qu'on peut faire ce genre de plat, et puis en plus, c'est sain. Oui, puis c'est ça qui est important, parce que manger des fèves, par exemple, des fèves en canne, ça goûte bon, mais je veux dire, il faut que tu ailles chercher des vitamines, il faut que tu ailles chercher des protéines. Donc, puis on le sait que pour que le corps humain fonctionne bien, il y a besoin d'un certain nombre de ces aliments-là. Surtout en cette période de l'année. Surtout là, je m'imagine un étudiant qui a faim. Ça doit être difficile de faire un examen quand tu as faim.
Tu n'arrives même pas à réfléchir. Ben non, c'est un besoin nécessaire à l'humain. Donc, on essaie de pouvoir aider ces étudiants-là du mieux qu'on peut, puis leur famille quand on peut aussi. Est-ce que la campagne, si j'ai le nom de la campagne ici, c'est Je donne en ligne, donc www.jedonneonligne.org. Ou bien même on peut visiter le site web de l'association étudiante. Oui. Est-ce que tout le monde peut, comme c'est le temps des fêtes, là, on pense aussi à donner, est-ce que tout le monde peut aller sur... Absolument. La campagne est ouverte à tous. Bon. Nous, notre public cible, toujours l'association étudiante, c'est les étudiants. Donc, moi, j'ai créé une campagne à l'interne au collège, mais c'est certain que tout le monde est invité à donner, que ce soit 10 $, ça peut faire une grosse différence pour un étudiant. Donc, on demande à tout le monde. Est-ce que vous êtes allé chercher, ben oui, c'est monsieur, madame, tout le monde qui est invité à donner. Est-ce que vous êtes allé chercher des partenariats avec peut-être des supermarchés, des gens du coin? Pas cette fois-ci. On a lancé la campagne. Je sais que dans le passé, des fois, on faisait des levées de denrées, puis on pouvait contacter certaines entreprises. Mais cette fois-ci, c'est vraiment juste, on le lance, puis on espère que les gens donnent. Donc, 2 choses. On peut toujours donner des denrées périssables. Ça, c'est quelque chose qu'on peut toujours faire. Oui. Mais pour le temps des fêtes, au moins, donner un soutien à vous autres là, pour pouvoir acheter des affaires. Oui, ça serait très apprécié. C'est tellement gentil. Oui. Mais ce que j'aimerais savoir aussi, là, c'est quand est-ce que ça sera disponible, livré pour la communauté? Parce que je pense que vous pensez aussi à ça, à l'offrir à la communauté. Est-ce que ça sera seulement sur le site web? Je suis pas certaine, parce que c'est pas moi qui ai créé le site, qui a créé le livre de recettes. En ce moment, il est en ligne. Ça serait intéressant de le faire imprimer. Je crois qu'on va avoir des copies, nous, en fait, papier à la banque alimentaire pour les étudiants. Oui. Merci beaucoup, Talia. Je vais te laisser filer. Et puis, vous savez, là, c'est le temps des fêtes. Il faut vraiment penser à un moment, pas seulement qu'à recevoir, mais à donner. Donc, la Banque alimentaire de la Cité vous invite à donner. Ils ont besoin de denrées périssables, comme on a mentionné tantôt, mais ils ont aussi besoin d'avoir des fonds pour pouvoir acheter autre chose pour donner à ces personnes-là. Fait que si vous êtes intéressé à donner, www.aecité.ca, c'est le site web à visiter. Je vous regarde après la pause, je vous donne une information. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV. Pour la première émission de Regard, on présente quelques nominés du Gala Trior, on visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre 2 vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regard, jeudi 19h, sur TV Rogers. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À la prochaine émission, je rencontre Mick Michel, la muraliste et animatrice culturelle, qui nous parle de son métier non traditionnel. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, comme je l'ai dit, on a une émission assez chargée, mais je vais le demander encore à vous autres qui me regardez. Demain, vous êtes invités au Centre Pauline Charon pour la 14e édition du Déjeuner des Flocons. Nous, on sera là-bas en direct à partir de 8h. Donc, l'émission sera exclusivement demain, vendredi 6 décembre, diffusée à 8h. Et une fois de plus, là, si vous n'avez rien de prévu demain là pour l'émission, nous, on vous demande de nous rejoindre là-bas
On va parler de l'importance de cet événement-là pour la communauté francophone d'Ottawa. Et on va rencontrer des personnes extraordinaires que nous allons interviewer. Fait que c'est un rendez-vous spécial pour demain à ne pas manquer. Demain, 6 décembre, à partir de 8 h, vous aurez votre émission Entre nous qui sera diffusée en direct. Lundi, on va parler de plein d'affaires. Vous savez, c'est le temps des fêtes. Là, on a un représentant de Patrimoine Canada qui va vous inviter au dévoilement des lumières de l'OL sur la colline parlementaire. Puis on a aussi Julie Thompson et Aurore Le Marinier de Tourisme Ottawa qui viennent toujours nous donner des informations sur les activités qui se passent dans la région. Mais là, on va parler plus du contexte des fêtes. Puis surtout, elles vont forcément nous donner envie d'aller aller faire des activités qui sont gratuites. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Demain, vendredi 6, on est en direct à partir de 8 h et puis on se voit lundi. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Paul, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Vous regardez TV Rogers.